Bonjour à tous, donc je m'appelle Bruno Pavie, donc je suis cardiologue en réadaptation, côté de Nantes. Et j'interviewe donc Kamela Denby, bonjour, Bonjour qui Bruno. est chef de service à l'hôpital Bélan en réadaptation cardiaque. Et on va parler du risque résiduel chez le patient coronarien. Est-ce qu'il doit venir en réadaptation? Est-ce qu'il a un intérêt? Qu'est-ce qu'on fait en réadaptation pour ce patient? Merci Bruno pour ta question. Et comme chacun le sait, en réadaptation cardiaque, on va évidemment s'occuper des facteurs de risque et de l'activité physique pour sortir de la sédentarité. On va essayer de faire cesser le tabac à nos patients. On doit absolument régler les chiffres de pression artérielle. On doit avoir un niveau de LDL cholestérol chez nos coronariens à moins de 0,55 et atteindre ses objectifs avant leur sortie. On doit être sûr que le patient prend la double antiagrégation plaquettaire et s'il est diabétique, essayer de le ramener à un taux d'hémoglobine glyquée proche de 7 et de lui donner les bons réflexes. Donc ça, c'est le cadre global de la réadaptation. Mais une fois qu'on a bien fait tout cela, il va rester le fameux risque résiduel. Alors qu'est-ce que c'est que le risque résiduel? Le risque résiduel, c'est tout simplement le risque lipidique quand ces patients n'arrivent pas au 0,55 alors qu'on a tapé avec la molécule la plus forte associée à l'azithromycine par exemple. Dans ces cas-là, il faut bien sûr faire appel aux anti-PCSK9 pour réduire le LDL et être dans les objectifs. Le risque résiduel, c'est aussi le risque lié aux triglycérides, ces fameux triglycérides qui restent élevés alors même qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour les règles hygiéno-diététiques, l'activité physique et tout cela. Si on garde des triglycérides élevés, les recommandations nous disent non pas de faire appel au fibrate qui est aujourd'hui complètement banni depuis l'étude prominente, mais de faire appel par exemple aux oméga 3 médicamenteux, au fameux icosapentaéthyl, 4 grammes par jour. On veut de baisser les triglycérides. Et si on reste sur le risque lipidique, il faut traquer aussi la LP petit a. Dans mon service, on la cherche systématiquement, on la demande. Elle est malheureusement payante, une vingtaine d'euros. Ceux qui peuvent le faire le font. Et on leur explique que l'idée, c'est de, pour ceux qui ont plus de 500 mg par litre de LP petit a, de marquer le risque lipidique et de dire attention, votre risque est déjà très élevé à cause de cette petite LP petit a, donc cette particule LP petit a qu'on trouve sur le bilan lipidique, et qui malheureusement n'a pas encore de traitement comme tu le sais, mais il y a le pélécarcène et l'olpasiran qui vont arriver dans les 2-3 ans à venir et qui seront probablement traités dans ce cas-là. Si je comprends bien, en réadaptation, on modifie les traitements. On va modifier les traitements, on va titrer les traitements, on va essayer d'atteindre les objectifs des recommandations, mais on va aussi s'occuper de ce que les autres ne peuvent pas faire. J'ai cité la LP petit a pour le bilan lipidique, mais il n'y a pas que le bilan lipidique. Le risque résiduel, il peut être aussi inflammatoire. Tous ces patients qui vont garder des CRP ultrasensibles très élevés. On sait que les dernières recommandations nous ont orientés pour donner un peu de colchicine chez les coronariens, colchicine 0,5. Pour la colchicine, il faut réviser un tout petit peu notre position, parce qu'au moment où on se parle, depuis 2-3 jours à Chicago, à la HA, il y a une grande étude qui a été rapportée par Gilles Montalesco sur nos réseaux, pour dire que l'étude CLEAR, dans le bras utilisant la colchicine, ne semble pas montrer de bénéfice, celui escompté en tout cas pour réduire le risque inflammatoire. Donc pour le risque inflammatoire, on va attendre un peu, il y aura sûrement des modifications sur ce point-là. Ok. Il n'y a pas que les traitements médicamenteux, il y a également le reste, donc je pense qu'en réadaptation, on s'en occupe. Bien entendu, bien sûr. Le tabac, par exemple. Le tabac, on va dire un petit mot. Si tu m'autorises juste à compléter sur le risque résiduel pour ne pas oublier cette part importante, c'est de dire qu'il y a aussi, bien entendu, l'obésité, le surpoids. L'obésité fait partie du risque résiduel. Un obèse qui est en réadaptation cardiaque, bien sûr qu'on va s'occuper de lui pour la nutrition, bien sûr qu'on va s'occuper de lui pour l'activité physique, mais aujourd'hui avec l'arrivée des analogues du GLP-1 que les cardiologues vont devoir utiliser, la sémaglutide nous a montré tout l'intérêt chez les obèses, fraction d'éjection réduite, et qui ne sont pas fraction d'éjection conservée, pardon, et qui ne sont pas diabétiques, donc un médicament qui sort du diabète et qui vient sur l'obésité. La sémaglutide à dose forte, 2,4 mg de 1,6 à 2,4
pour le Wegovy qu'on vient d'avoir en France pour les obèses avec des IMC à plus de 37. Mais qui n'est pas remboursé. Mais qui n'est pas remboursé. Donc il y a toute une discussion. Il y a tirzepatide que tu connais maintenant, puisqu'on vient là aussi à Chicago de démontrer son intérêt pour réduire les MACE chez les obèses qui ne sont pas diabétiques. Donc on aura sûrement un rôle de plus en plus important à jouer sur les obèses pour réduire le risque résiduel lié au surpoids et à l'obésité. D'accord. Le tabac ? Et enfin le tabac, bien sûr, je ne peux pas ne pas vous parler de tabac, puisque ce matin on a parlé aussi du tabac. Faut-il arrêter et quand? Est-ce qu'il est tard d'arrêter? Est-ce qu'il est nécessaire d'arrêter très vite ou est-ce qu'on peut laisser filer quand les gens ont 70 ans ou plus? La réponse est clairement le tabac, c'est le facteur de risque majeur sur les maladies coronaires. Il impacte les coronaires par le fait qu'il est vasoactif, donc on peut avoir des spasmes liés à la nicotine. Il impacte aussi le transport d'oxygène, puisque le monoxyde de carbone contenu dans le tabac va réduire l'oxygénation tissulaire. Un insuffisant cardiaque qui a une fraction d'éjection très réduite, qui continue à fumer, se tire une balle dans la tête, puisqu'il réduit son oxygénation et donc va être exposé à plus de dyspnée et de complications. Donc, par la nature même des produits qu'il y a dans le tabac, par la nicotine, par le monoxyde de carbone, il y a des effets absolus sur le pronostic. Ça peut précipiter par l'hypoxie, les troubles du rythme et donc la mort subite, l'arrêt cardiaque. Ça peut aussi aggraver l'ischémie. Donc on a tout un panel qui a été bien décrit par Neil Benowitz, qui est cardiologue tabacologue aux États-Unis depuis des années et qui nous montre le rationnel pour arrêter totalement et définitivement le tabac. La cigarette électronique, est-ce qu'il faut la bannir ou pas? Alors, avant d'arriver à la cigarette électronique, si tu m'y autorises, là aussi j'ai 2 messages par rapport aux cardiologues qui disent « Vous ne fumez que 3 cigarettes par jour, ce n'est pas grave ». Alors ça, c'est vraiment un message qui est totalement tronqué. Il faut arriver à l'arrêt total et définitif. Chez le coronarien, il n'y a pas de petits fumeurs. Il y a une grande étude qui a été faite en Norvège, la Oslo Heart Study, qui montre que sur 25 000 hommes, une vingtaine de milliers de femmes, donc suivies pendant très longtemps, une trentaine d'années, on a regardé l'impact de ceux qui fumaient peu, 3-4 cigarettes par jour, par rapport à ceux qui ont arrêté complètement et ceux qui fument, bien entendu. Et le message est très simple, c'est que si on fume 3-4 cigarettes par jour, on garde un surrisque qui est avec un autre ratio à 2,74, donc c'est énorme. Donc le message, c'est arriver à l'arrêt total et définitif du tabac. Et le deuxième message, c'est de ne pas tomber dans ces formes de tabac inventées par l'industrie du tabac, le tabac chauffé, les pushs, les ceci, les cela, qui est juste une façon dérivée et déviée pour qu'on garde notre consommation de nicotine. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que la cigarette électronique est utile? Oui, bien sûr. Quand on peut ne pas l'utiliser, bien sûr qu'on ne doit pas l'utiliser. Si on peut avoir un sevrage tabagique juste avec les substituts nicotiniques, pourquoi pas. Mais si on a affaire à quelqu'un qui est très nicotine addict, mais qui est surtout très dépendant de la gestuelle, alors on peut accepter, c'est ce que l'on fait nous à l'hôpital Bellan, on accorde la cigarette électronique avec des dosages de nicotine qui vont être de plus en plus faibles, voire même à 0, puisqu'il y a des cigarettes électroniques à 0 mg de nicotine, qui leur permet de garder la gestuelle et avoir les substituts nicotiniques sous forme de patchs, de comprimés associés pour arriver à l'arrêt total et définitif. Très bien. Merci beaucoup, Kamel. Merci à toi.